Bonjour à tous, Denis Lamière pour Cinémaniacs. Cet épisode-ci est le quatrième et dernier épisode de mon top 40 de mes films préférés. Et bien sûr, on fait le décompte du 10e au premier film que j'ai dans cette liste. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices, comme les autres épisodes précédents, afin de maximiser un amalgame de différents genres de films dans ma liste. Alors, je vous présente ça tout de suite après la présentation du concours. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer au concours 999 offert par Cinémaniacs dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Cinéclub de Cinéplex, vous donnant droit à un billet de membre mensuel, la possibilité d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Retrouvez le lien et le hashtag nécessaire dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance! Nous voilà rendus au moment crucial de mon top 40 avec la présentation du décompte des 10 meilleurs films, en tout cas, 10, non, pas meilleurs films, pour moi, les meilleurs films, mes films préférés. Et j'ai beaucoup d'emphase sur ces films-là, sur le fait qu'il y a des suites. Ça m'a surpris parce que j'aime les sequels, j'ai pas un problème avec les suites, les remakes, les reboots, ces choses-là. Si le film est bon, ça fait juste améliorer, ça fait juste ajouter à la franchise. Et si c'est pas bon, ben c'est pas grave. On a toujours l'original qu'on adore. Je comprends jamais le monde qui vont chialer contre les remakes, les reboots. Si le film existe, le film original ne va pas s'effacer de l'histoire. Il n'y a pas une, une agence du gouvernement qui se promène de porte en porte afin de récupérer vos VHS, DVD, Blu-ray ou archives dans votre disque dur des films originaux si on veut un reboot puis qui vous l'enlève. Là. Ça reste pareil. Donc, peu importe si c'est une suite, un remake, un reboot, un film inspiré de, un spin-off, ça n'efface jamais l'original. Des fois, c'est bon. Il y en a plusieurs exemples. Et des fois, c'est pas bon. On fait juste oublier. That's it. C'est aussi simple que ça. Donc, je commence avec mon 10e film de ma liste, de mon dernier décompte de mon top 40 de mes films préférés, en commençant avec Spider-Man 2, qui est sorti en 2004, réalisé par Sam Raimi, qui met en vedette Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker, Spider-Man. À noter que la trame sonore qui est incroyable pour ce film-là vient de Danny Elfman. Il y a également Kirsten Dunst qui joue le rôle de Mary Jane Watson. On a James Franco qui joue le rôle de Harry Osborn. Alfred Molina dans le rôle du docteur Otto Octavius. Dr. Octopus, bien sûr, le physicien nucléaire qui est dans le film. Il y a Rosemary Harris qui joue le rôle de May Parker. Elle est excellente dans ce film-là. J.K. Simmons qui a concrétisé vraiment, même si dans le premier il était vraiment présent, qui avait réussi à avoir le rôle dans le creux de sa main. Dans le 2, c'est là qu'il a mis sa place. Marvel n'est pas capable de prendre un autre acteur pour faire J. Jonah Jameson. Il y a Donna Murphy qui joue le rôle de Rosalie Octavius, la femme de Dr. Octopus. Il y a Dylan Baker qui joue le rôle de Dr. Kurt Connors, qui aurait dû être le lézard dans les suites après Spider-Man 2. Ça s'est jamais concrétisé. Peu importe. William Defoe qu'on voit dans un cameo revenir hanter son garçon avec le personnage de Norman Osborn et aussi Cliff Robertson qui revient aussi lui aussi dans une petite scène euh, essayer de convaincre Peter qu'avec avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités dans le personnage de Ben Parker. L'histoire, en gros, là, le synopsis que j'ai trouvé qui définissait bien ce film-là, c'est-à-dire écartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi à garder celle qu'il aime, Mary Jane, qui est aujourd'hui comédienne et fréquente quelqu'un d'autre. Guidé par son seul sens du devoir, Peter vit désormais chacun de ses pouvoirs à la fois, comme un don et comme une malédiction. Peter, Peter Parker est un personnage dans Marvel Comics et même dans les séries animées ou dans les films surtout. Mais non, je veux dire, surtout dans les comics. Lorsqu'on est jeune garçon, moi, euh, c'est excessivement facile de s'identifier à Peter Parker. Tu rêves d'avoir des pouvoirs comme il y a avec Spider-Man. Tu rêves d'avoir une jolie copine avec Mary Jane ou d'autres personnages qu'on rencontre à travers les comics de Marvel. Euh, il y a la famille au-dessus de toi, essayer de trouver un travail avec
le Daily Bugle, t'as le côté responsabilité personnelle, les études, toutes ces choses-là. Tu es capable de t'identifier à Peter Parker et pour moi, c'est pour ça que Spider-Man est mon personnage préféré. Je pense que j'ai grandi avec les comics, avec les dessins animés à la télé, les Amazing Spider-Man and Friends, avec la série qu'il y a eu par après, les différentes versions de Spider-Man animés. Euh, j'ai toujours adoré Spider-Man pour plusieurs choses, mais surtout ce qui est présenté dans Spider-Man 2. Spider-Man est présent dans d'autres films. On le voit dans le Amazing Spider-Man 1 et 2, dans le Spider-Man 1, 2 et 3 de Sam Raimi, également dans les versions home du MCU, là, euh, avec voyons, Tom Holland. On le voit aussi apparaître à travers les superbes films de Avengers, Captain America Civil War, tous ces exemples-là. Mais pour moi, ce qui fait que la présence de ce titre-là dans ma liste, mon top 10, c'est venu, je pense que j'étais un ange parfait pour pouvoir vraiment absorber ce qu'on présentait comme message, où est-ce que avec de grands pouvoirs, tu as de grandes responsabilités. Et c'est ça qu'on voit dans ce film-là. On laisse la chance à Peter Parker de dire, tu sais quoi, je vais abandonner mes pouvoirs pour pouvoir penser un peu à moi pour une fois. Et malheureusement, ça a un impact sur les gens qui l'aiment. Donc, il se voit le devoir de malheureusement penser aux autres avant lui, mais on comprend que c'est c'est plus fort que lui. C'est pas comme euh, on le pousse pas dans un ravin afin de faire ça, de sacrifier sa vie pour les autres. C'est en lui anyway. Euh, J'adore la cinématographie de ce film-là. J'aime le fait qu'ils ont utilisé le fait que dans cet univers-là, Peter Parker génère lui-même organiquement sa toile d'araignée. Donc, on joue avec le fait que ses sentiments peuvent affecter ses pouvoirs, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec Tom Holland, exemple. Peut-être qu'il n'aurait peut-être pas été capable de. Il aurait pu avoir des vertiges ou pas été capable de coller sur les murs, mais la toile aurait quand même existé. Là, on a vraiment été capable de rendre inerte l'utilisation de Spider-Man pour Peter Parker. Et il y a un côté très émotionnel dans ce film-là. Il y a Rosemary Harris qui livre un speech à Peter Parker qui. J'ai l'impression qu'elle fait un. Comment je peux dire ça? Je suis allé chercher en dedans, mais cette scène-là avec la tante May, c'est une scène où est-ce que tu comprends qu'elle le sait qu'il est Spider-Man, mais que c'est pas à elle de lui dire. Elle est là juste pour essayer de lui montrer le bon chemin et la raison, peut-être qu'il a eu la chance d'avoir ces pouvoirs-là et que elle lui pardonne de l'accident qui est arrivé auparavant avec l'oncle Ben. Je pense qu'elle comprend que ce n'est pas nécessairement de sa faute. C'est un événement qui est malheureux, mais c'est pas en tant que tel Peter Parker qui a commis un crime là-dedans. C'est un accident de jeunesse et oui, ça a donné un résultat grave, mais j'ai l'impression qu'elle lui pardonne et en même temps lui montre un peu le chemin de peut-être la raison dans cette scène-là. Et puis, c'est un super moment. Je pense que c'est la meilleure scène qu'on voit dans tous les films de Marvel, peu importe l'univers que vous regardez la tante May de Peter Parker. Mary Jane là-dedans, elle est sublime. Kirsten Dunst joue peut-être à la perfection de toutes ces versions des trois films qu'on voit, là, Mary Jane Watson. Euh, le méchant docteur Otto Octavius, joué par Alfred Molina, on l'a ramené dans Spider-Man No Way Home, je pense, surtout lui, il incarne parfaitement le personnage. Et à part le fait qu'il y a quatre bras hydrauliques qui lui permettent de faire des choses autres, le, le- l'innocence du mal qu'il incarne, puisque pour lui, il veut juste faire le bien, c'est comme le méchant parfait de l'univers de Marvel. Il y a d'autres méchants, il y a le Green Goblin, euh, Sandman aussi, qui est là juste parce qu'il veut avec sa petite fille. Il y a plusieurs autres personnages. Il y en a d'autres qui n'ont même pas été présentés encore à l'écran. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dr. Otto Octavius, qu'on voit dans Spider-Man 2, c'est comme le méchant parfait d'un film de super-héros. Et surtout,
révélation en tant que Docteur Octopus, lorsqu'il se réveille dans la chambre d'hôpital, c'est bien sûr un clin d'œil parfait à Evil Dead, des films de Sam Raimi. Genre, je me rappelle très bien comment je me sentais quand cette scène est arrivée. J'étais comme, What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? On a un film de Evil Dead à travers un film de super-héros de Marvel. C'était littéralement ça. On avait les clins d'œil, les plans de caméra, les sons, tout qui étaient exactement tirés d'un film de Evil Dead, un film d'horreur. Puis là, on voyait ça dans un petit film de super-héros de Marvel. C'était comme, wow! OK, il a réussi à monter d'un cran ce qu'on pouvait présenter de côté un peu hardcore dans un film de super-héros avec cette scène-là. Tu sais, on va dire les films de Batman sont très dark. Les films comme Blade ou Ghost Rider sont très côté démoniaque ou dur à voir. Daredevil est très sombre, mais cette scène-là de la révélation de Dr. Octopus dans Spider-Man 2, juste cette scène-là vend le film. En tout cas, pour moi. J'ai même, surtout à la fin, je vais aller avec les autres titres, puis après, je vais pas parler trop longtemps de chaque film, là, mais à la fin, lorsque on voit Peter Parker qui regarde Mary Jane au quart de sa porte, qui entend les appels de détresse, puis qu'elle lui donne le go, on va dire Go get him, Tiger. C'était comme la phrase que j'attendais qu'elle dise finalement après les deux films, qu'elle dit juste à la fin. C'est une phrase classique qu'on voit, qu'on lisait dans les comics de Marvel Comics. Un peu comme lorsqu'on on voit Obi-Wan Ben Kenobi dire Hello there. C'est comme des phrases classiques qu'on veut entendre, puis quand on l'entend, ça fait comme Ah, ça fait du bien. Donc, Spider-Man 2, sorti en 2004, pour moi, c'est mon 10e film préféré à vie. OK? 9e film, là, c'est la version originale, c'est pas le remake, là. Sorti en 1987, Robocop, qui est réalisé par Paul Verhoeven, joué par Peter Weller, qui joue l'officier de police Alex G. Murphy, a.k.a. Robocop. Il y a Nancy Allen qui fait l'officier de police Anne Lewis. Il y a Dan O'Hurley, qui est le président de l'OCP, dit le vieux, qui est le big boss dans le film. Il y a Ronnie Cox qui joue Dick Jones. Kurtwood Smith qui joue Clarence Boddicker, qui est peut-être un des meilleurs méchants badass dans n'importe quel film que vous allez voir au cinéma. Miguel Farrer qui joue Robert Bob Morton et Robert Doquey qui joue le sergent Warren Reed, qui fait un travail excellent là-dedans comme chef de police. Alors, pour enrayer la criminalité à Détroit, deux projets sont en concurrence. Dick Jones a créé une machine guerrière très sophistiquée, tandis que Leon Nash, un arriviste, a conçu Robocop, une créature mi-homme, mi-robot. C'est ce deuxième qui l'emporte et Alex Murphy, un jeune policier assassiné par des bandits, est utilisé pour devenir Robocop. Il nettoie la ville et tue Jones qui avait fait abattre Leon. Ça, c'est comme un spoiler, excusez-moi, c'est ce que j'ai copié-collé pour la vidéo. Robocop. C'est un film qui m'a marqué puisque en 86, il y avait un autre film que j'avais vu côté avec des robots et ces choses-là qui va se retrouver bientôt dans ma vidéo. Mais juste avant ça, l'année suivante, j'ai mon ami Patrice, ami de longue date. Là, on parle de films des années 80, puis on se connaît encore là, en passant. Salut Patrice. Euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il avait eu la chance d'aller voir le film avant moi. Et puis après ça, il m'avait dit OK, on va t'amener, mon père va nous amener, on va aller voir le film. Ça me dérange pas de retourner voir le film une deuxième fois, c'est écœurant. C'était comme à mon début que je commençais à comprendre que c'était le fun d'aller voir des films plus qu'une fois au cinéma. On va arrêter au Burger King, un Whopper, patates frites, hot beer, aller au cinéma, voir Robocop. Et wow! Même si la version du cinéma était pas aussi hardcore que ce qu'on retrouve maintenant dans le 4K UHD, là, qui est la version non censurée, qui est sorti à un moment donné, une version X, c'était assez violent. C'est ce qui m'a fait découvrir un peu le côté extrême des films au cinéma. Je pense pas avoir vu des films aussi violents que ça avant Robocop. C'était un peu comme quand tu sors pour moi, l'impression que j'avais, c'est que lorsque j'étais sorti du film, de la salle de cinéma après, je venais de devenir un homme. C'était comme, OK, je viens de voir Robocop. Là, c'était comme, j'adorais le poster qui disait Part Man, Part Machine, All Cop. Le look du personnage était écœurant. Ces mouvements que Peter Weller avait réussi à imprégner dans le costume qui faisait qu'il jouait Robocop.
parfait. La musique, le casting est vraiment parfait parce qu'il y avait pas un acteur connu dans ce film-là. C'est un petit film à petit budget quand même, assez indépendant, mais qui, de par sa caricature des médias américains, de par sa violence et le côté très libertin qu'il y avait dans ce film-là, de pouvoir faire ce qu'il voulait comparé à vraiment un film habituel de gros studios. C'était révolutionnaire, c'était comme écœurant. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore, si tu mentionnes Robocop à quelqu'un, ça n'a pas l'air de quoi que mal vieilli. Le film est sorti il n'y a pas longtemps en version 4K, puis ça s'est vendu comme des pains chauds. Ils ont tenté de faire un remake, mais on voit bien que dans l'ère moderne des films avec tout le cancel culture, ils sont pas capables de faire un film qui accote l'original. Tu sais, quand je vous disais qu'un remake, si c'est pas bon, c'est pas grave, on a toujours l'original. Voilà l'exemple parfait. Robocop de 87, c'est comme c'est le film parfait. C'est une twist Frankenstein moderne, sans utiliser Frankenstein. Et puis, c'est un film qui je vais regarder 1 à 2 fois par année. Peut-être pas au complet, mais des moments importants. Le design qu'ils ont donné pour le Head to Online, la violence qu'il y a là-dedans, surtout si vous regardez la version non censurée, là, il y a la scène de l'assassinat de euh, Alex Murphy ou de la personne, ce que la présentation du Head to Online dans le bureau de l'OCP, c'est mon gars, comment que le gars se fait tirer dessus. Euh, anyway, si vous n'avez pas vu Robocop, je comprends pas. C'est vraiment un film à voir dans votre liste des films à voir. Ça devrait faire partie d'une liste d'un 100 films. Si tu es un cinéphile, si tu te considères un cinéphile, il faut que tu aies vu Robocop pour voir le côté démesuré de la violence qui peut être présentée dans un film commercial. Disons ça comme ça. Donc, Robocop en 9e position pour ma liste des top 40. Et j'ai eu de la misère à pas le mettre plus bas parce que j'avais d'autres titres qui, côté nostalgie, familial, venaient tasser Robocop. Mais j'ai souvent dit que Robocop faisait partie de mon top 5. Il est en position 9 dans mon top 40 de mes films préférés. 8e position. Là, on va parler de ma maman, qui m'a amené voir lorsque j'étais tout jeune. J'avais 4-5 ans quand j'étais sorti, et je me rappelle encore, au Cinéparc, cinéma à l'extérieur, Superman, The Movie, qui est réalisé par Richard Donner, avec la musique de John Williams. Wow, la musique de ce film-là. Christopher Reeve, qui joue le rôle de Superman, Clark Kent Kal-El, Marlon Brando. Je fais comme, wow, Marlon Brando là-dedans. Marlon Brando qui joue le rôle de Jor-El, le père de Superman. Gene Hackman qui joue Lex Luthor. Lex Luthor. Pour moi, là, c'est le nom puissant. Il y avait un épisode des Simpsons où est-ce que Homer se donnait le nom de Max Power, qui était un nom qui est comme tu mentionnes le nom, puis ça fait Max Power. Ben, pour moi, Lex Luthor, ça fait ça. Ça fait puissant, ça résonne comme de quoi d'important. Euh, Ned Beatty qui joue le rôle de Otis, il y a Jackie Cooper qui joue le rôle de Perry White, Margaret Kidder qui joue le rôle de Lois Lane qui joue à la perfection et Terrence Stamp qui joue le rôle de Général Zod. Juste avant l'explosion de la planète Krypton, Jor-El décide de sauver son fils en l'envoyant sur Terre. Le nourrisson est recueilli par le couple Kent qui décide de l'élever comme leur propre fils. L'enfant se met à développer des pouvoirs hors du commun. Qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas déjà été raconté sur Superman? Absolument rien. C'est un personnage mythique. C'est le symbole du héros américain. Personnage créé par un Canadien et un Américain. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que dans toutes les présentations des films de Superman, vous allez toujours voir un drapeau canadien ou un endroit, un lieu qui se passe au nord des États-Unis. Euh, c'est il y a d'autres films que Superman dedans, Batman vs Superman, il y a The Man of Steel, Justice League. Puis autant que j'adore Man of Steel, j'aime quand même bien Batman vs Superman pour certains éléments, à part la scène de Martha, bien sûr. Superman the Movie, c'est le film avec lequel j'ai euh, appris, j'ai connu pour la première fois vraiment, c'était quoi, une aventure extraordinaire hors de la réalité à travers un écran avec ma mère. C'est le plus beau souvenir que j'ai de découvrir un film au cinéma. C'est ma mère qui m'a fait ça, qui m'a fait découvrir ça. Et pas longtemps avant son départ, alors qu'elle était encore capable de pouvoir se déplacer, j'ai eu la chance de pouvoir l'amener voir Superman Return avec Brandon Routh. Bien sûr, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était une suite directe à Superman 1 et 2.
Et surtout au début, on avait un moment où est-ce qu'on voit le plan de Krypton exploser et on entendait Marlon Brando raconter un peu ce qui se passait. On remettait la phrase classique de Marlon Brando par rapport à la présentation de son garçon en tant que sauveur de la planète Terre. Je me rappelle plus de la phrase exactement, là. Et ma mère même était super contente de voir ça. C'était comme avec ma mère, c'était une boucle. Lorsque j'étais tout jeune, elle m'a amené voir Superman the Movie et un peu avant son départ, elle a vu Superman Return, qui faisait une genre de boucle côté cinéma. Je pense que c'est plus important pour moi que pour elle, bien sûr, mais elle savait que c'était un moment spécial lorsque je l'avais amené voir le film de Brandon Routh. Et Superman the Movie 78, c'est un souvenir pour moi qui va tout le temps rester jusqu'à la mort. Et j'ai même acheté il n'y a pas longtemps en version quand même pas trop trop chère, la version 4K UHD. Et mes filles m'ont fait remarquer que le générique du début, lorsqu'on voit les noms des acteurs apparaître avec le petit. C'est très long, puis moi, je savoure chacune seconde de cette musique-là, de cette présentation-là, de ce film-là. J'aime le côté magique au début. C'est un enfant qui nous parle comme si on allait passer de la réalité à un film à travers une bande dessinée, avec les rideaux d'une salle de théâtre, le comics qui ouvre, qu'on rentre, qu'on voit le Daily Planet en noir et blanc pour montrer le côté classique. Et là, ça tombe en couleur avec Metropolis présenté dans un monde réel où est-ce que les effets spéciaux sont quand même excellents pour un film de cette époque. Euh, si je me rappelle bien, même sur l'affiche au cinéma, ça disait à propos de Superman the Movie, you will believe a man can fly. Parce qu'il était euh, conscient qu'ils avaient réussi à présenter Superman de la meilleure façon possible à cette époque. Et encore aujourd'hui, même si bien sûr les effets spéciaux qu'on voit dans Man of Steel, c'est de loin supérieur, il y a un côté classique, nostalgique de ce film-là qui fait comme non, ça marche, ça tient, puis c'est encore très bon. La scène avec l'hélicoptère qui respire sur le bord de l'édifice, où est-ce qu'il sauve Lois Lane, excellente. Le tremblement de terre, toutes ces choses-là, la rage qu'il a lorsqu'il voit la femme qu'il aime morte et le pouvoir qu'il fait, c'est ridicule, là. Mais le fait qu'il traverse, qu'il fait le tour de la Terre pour la faire reculer dans le temps, puis après ça, la ramener dans le présent, ça tient pas de bout. Il n'y a pas de physique, je pense, qui peut expliquer ça, à part le fait qu'il ferait peut-être exploser la planète Terre à la place. Mais euh, il va sacrifier beaucoup de choses pour l'amour d'une femme qui l'humanise sur la Terre. Et c'est peut-être ça qui fait différent Superman comparé à tout ce qu'on voit dans euh, Invincible en dessin animé, The Boys, euh, tous les films qui montrent ou ce qu'on a vu dans Brightburn aussi, le côté où est-ce que des personnages avec des super pouvoirs finalement pourraient être compromettants par rapport à la société des gens sur Terre. Ben Superman, lui, c'est le personnage noble euh, qui va faire tout faire pour amener le bien aux gens de la planète Terre. C'est juste ça. C'est pour ça aussi que je me dis que Superman, malgré le fait que j'adore les univers unifiés comme Justice League ou Avengers, se marie pas très bien avec l'univers de Gotham City et Batman. Superman, c'est le symbole de l'optimisme, de l'espoir, d'un avenir meilleur, un peu à la Star Trek. Tandis que Batman, c'est le Star Wars, c'est le côté sombre, l'Empire, le côté la guerre, ces choses-là, c'est le côté très dark, sale. Et lorsqu'on essaie de mélanger les deux, ben, il y en a un des deux qui fait de l'ombre à l'autre, veut pas. Puis ce qu'on a vu dans Batman vs Superman, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché aussi bien. On a nuit à l'image pure qu'est Superman dans le DC. Et puis, c'est pour ça que je retourne toujours à dire que pour moi, mon film préféré de Superman, c'est l'original Superman de Movie avec Christopher Reeve. That's it. OK, j'ai pas trop broyé. Septième position, un autre film que j'ai vu. Ça, c'est un des premiers films que j'allais voir par moi-même au cinéma. J'avais commencé depuis 2 3 ans, mais là, c'était vraiment comme, wow, les jouets de quoi de spécial. En 1991, Terminator 2, Judgment Day, avec la réalisation de James Cameron, les effets spéciaux de Stan Winston, euh, les effets visuels de Dennis Muren, il y a Arnold Schwarzenegger, qui là était comme à son top, top, top à Hollywood, qui revenait dans le rôle du T-800, le modèle 101, le Terminator.
qu'on avait vu dans le premier film, qui était plus vraiment un petit film indépendant, low budget, mais qui avait comme surpris tout le monde au cinéma, même, qui avait tassé l'original Dune la même année. Edward Furlong qui joue le rôle de John Connor, Linda Hamilton qui revient dans le rôle, le personnage de Sarah Connor, Robert Patrick qui se fait découvrir dans ce film-là dans le rôle du Terminator, le T-1000. Il y a Joe Martin qui joue l'ingénieur Miles Bennett Tyson, qui est directeur de programme de Cyberdyne. Et aussi Earl Bourne qui revient dans le rôle du docteur. Donc, il était peut-être non, il était pas dans le premier. Oui, il est dans le premier, c'est vrai, dans le premier, dans le commissariat de police. C'est pour ça que je disais qu'il revient. Le docteur Peter Silberman, qui joue le côté, l'analyse. Lui, tu as l'impression qu'il est payé par les gens de Cyberdyne pour s'assurer que Sarah Connor reste incarcérée dans l'hôpital psychiatrique, puisque tu as l'impression qu'il sait des choses, mais que il dit OK. C'est à peu près ça. Donc, après l'immense embrassement nucléaire du 29 août 1997, les rares humains survivants menés par John Connor luttent sans relâche contre l'armée de robots dirigée par Skynet, un ordinateur surpuissant. Skynet tente d'abord d'éliminer Sarah Connor, la mère de John, grâce à un cyborg projeté en 1984, c'est ce qu'on voit dans le premier film, mais en vain. Il transfère alors dans le passé un deuxième robot, le T-1000, et l'envoie à l'époque où John Connor n'était encore qu'un enfant. Ça, c'est le synopsis en gros. Ce film-là, ce qui est surprenant là-dedans, je vais prendre une petite gorgée, excusez-moi, c'est qu'il n'était pas supposé d'arriver. James Cameron l'a déjà mentionné à certaines reprises. Il se dément peut-être aujourd'hui avec le succès que ce film-là a remporté, mais il a fait le Terminator, il a fait, pas longtemps après, il a fait The Abyss, écœurant. Là. The Abyss fait partie de mon top 100 là, dans la liste que j'avais faite. Mais euh, l'échec aux recettes du box-office de The Abyss a forcé la main à James Cameron à revenir dans l'univers de Terminator, qui était un succès pour lui, pour pouvoir garantir. Comment je peux dire ça? Tu sais, tu fais de quoi qui réussit, tu fais de quoi qui ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de faire de quoi d'autre différent qui peut-être ne marchera pas, ou tu reviens à ce qui a marché, Terminator. Ben, c'est ça. The Abyss a fait que l'échec de Abyss, j'ai l'impression d'étirer mon commentaire là-dessus, mais l'échec au box-office de The Abyss nous a amené Terminator 2 Judgment Day. Judgment Day, c'est l'éclair dans la bouteille. C'est ce qui a fait qu'après ça, James Cameron est parti de loin. Le T-1000, c'est le résultat de la créature aquatique qu'on voit dans The Abyss. C'est juste ça. C'est une façon de rentabiliser les dépenses, les research and euh, development de Digital Domain qui avait été créé pour The Abyss. On a rentabilisé cet argent-là en l'utilisant d'une nouvelle façon avec le T-1000. C'est juste ça. C'est c'est comme si The Abyss, malgré le fait que c'est un excellent film, aurait servi de recherche et développement pour finalement nous amener Terminator 2, mais par accident, pas volontairement. Et aujourd'hui, je considère que ce film-là mérite d'être en 7e position dans ma liste. Les effets visuels, les phrases clés, c'est un film typique. Euh, Année après année, toutes les entrevues que Schwarzenegger ou Cameron ou Linda Hamilton ont fait par après, ils se sont tout le temps fait demander quand est-ce qu'il va y avoir un Terminator 3, quand est-ce qu'il va faire un Terminator 3, quand est-ce qu'il va revenir, I'll be back, I'll be back. Puis, quand ça s'est concrétisé qu'on a eu Terminator 3, Rise of the Machines, après ça, il y a eu dans le futur, il y a eu là, on est rendu quoi à 6, 7 suites de ce film-là. On se rend compte que finalement, non, c'était un éclair dans une bouteille. C'était Lightning in a Bottle, vraiment. Le premier film, c'est un film indépendant qui a réussi, malgré la petitesse du budget du film, mais l'idée originale. Et le deuxième, c'était comme, wow, OK, ça marche, mais c'est, c'est, c'est fini. Tu tournes en rond après. C'est ce qui fait que les films ne réussissent pas à lever autant que ce classique-là. C'est un film culte, c'est un film classique, c'est un film qui a marché au box-office, qui a réussi avec les critiques, avec les fans, avec l'auditoire, côté budget, côté box-office. Tout a marché, ce film-là. Tout le monde est devenu une méga star après ça. Il y a juste malheureusement Edward Furlong qui, malgré le fait qu'il a fait quand même quelques bons films par après, malheureusement viré côté je pense que c'est comme côté narcotique, alcool, ces choses-là. Il a mal viré. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment vu dans les dernières années sa présence, malgré qu'on peut le suivre sur Instagram, mais on voit que
je vis la petite vie tranquille. C'est ça. Terminator 2, je sais pas vraiment quoi dire d'autre, sauf que c'est hallucinant. J'ai fait le manège, là, il n'existe plus, je pense, ils l'ont ôté. Lorsque j'habitais à la fin des années 90, j'ai habité un bon bout de temps avec mes études en Floride et j'avais mon abonnement à Universal Studios Orlando. J'ai dû faire le manège à peu près 50 fois de ce qui s'appelait là-bas T2 Terminator 2 3D Battle Across Time, qui était comme un DLC, une extension de ce film-là, où est-ce que là, on avait un combat qui se passait en spectacle en vrai, et après ça, il rentre dans la salle, dans l'écran de cinéma, qui est un 3 écrans collés en 3 dimensions, avec en plus de la boucane, un petit peu d'eau, du vent, ces choses-là, pour te mettre vraiment dans une ambiance, où est-ce que là, on se retrouvait à avoir euh, le, le T-800 Schwarzenegger qui venait chercher John Connor, qui l'amenait dans le futur, puis qui allait détruire Skynet. Et là, on avait le T-1 Million, qui est comme une grosse araignée géante en métal liquide qui explose, puis là, on se fait arroser avec la boucane, le fret, le vent. C'est mongol. C'était vraiment hallucinant. Puis il y avait des côtés humoristiques à la présentation lorsque tu attendais pour entrer dans le manège, où est-ce que tu avais euh, Shaquille O'Neal qui, avec Cyberdyne, avait un verre de contact qui pouvait te permettre de tirer un one-shot dans le panier facile, alors qu'il était très mauvais au basket pour ça, même si c'était un grand athlète. Là. Anyway, c'est ça. Fait que Terminator 2, Judgment Day, et la petite extension au manège faisait que pour moi, c'était comme parfait. Toutes les suites qui sont venues après, c'était un extra, mais c'était pas nécessairement, on dirait que, ça fait pas vraiment partie des 2 premiers films. Puis l'autre côté aussi qui est bizarre, c'est que, tu sais, des fois, on va dire, ah, un remake, j'aime pas ça. Si vous regardez The Terminator, le premier, et Terminator 2, Judgment Day, c'est une suite, mais c'est un remake en même temps. C'est vraiment le même genre de film. On a tous les éléments clés du premier film qui sont refaits à plus gros budget, côté visuel, côté effets spéciaux, puis quand on présente les acteurs à l'écran, c'est juste la même histoire qui se passe du premier au deuxième. On n'a pas fait grand-chose de différent. Juste remarquer ça. Bon, OK, j'arrête de parler de Terminator 2, parce que là, ça s'étire, ça s'étire. 7e position, Terminator 2, Judgment Day, 1991. 6e position. OK. Là, il y en a qui vont être surpris. On vient avec du DC. The Dark Knight, qui est la suite de Batman Begins. The Dark Knight, qui est sorti en 2008, réalisé par Christopher Nolan. Je trouve que ce réalisateur-là est surévalué, mais n'empêche que là-dedans, il était comme à son apogée, d'après moi. Excellente musique de Hans Zimmer et James Newton Howard. Et les acteurs qui jouent dans le film, il y a Christian Bale, bien sûr, dans le rôle de Bruce Wayne, Batman. Heath Ledger qui joue le rôle de Joker. Michael Caine dans le rôle d'Alfred. Gary Oldman dans le rôle du commissaire Gordon. Aaron Eckhart qui joue Two-Face. Maggie Gyllenhaal, Morgan Freeman, Eric Roberts. Il y a Anthony Michael Hall qui est là-dedans aussi, qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans Halloween Kills. Richard Hauer et John Hurt qui sont au conseil de l'administration de Wayne Enterprise, qui ont des petits rôles qui sont pas crédités nulle part, mais pourtant ils sont bel et bien dans le film. Là. On les voit. Là. Quand Morgan Freeman dit You didn't get the memo, c'est Roger Hauer. C'est un super bon acteur. Ça. Il y a aussi au conseil John Hurt qu'on a vu dans le film comme Alien, dans les films de Harry Potter, qui vend la boutique des baguettes magiques, là, qui a joué dans comme 150 films. Il fait aussi le père de Hellboy. Il est dans The Dark Knight, puis il n'est pas crédité nulle part. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans grands endroits où il mentionne le nom. Il a fallu que j'insère moi-même dans la liste là, des acteurs principaux, malgré que c'est pas des acteurs principaux, mais je veux dire, dans même la distribution, là, les castings, si vous allez sur IMDb ou sur Wikipédia, ils sont pas là. Mais pourtant, ils sont dans le film, je comprends pas. Anyway, Batman aborde une phase décisive de sa guerre contre le crime à Gotham City, avec l'aide du lieutenant de police Jim Gordon et du nouveau procureur Harvey Dent. I believe in Harvey Dent. Il entreprend de démanteler les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de la ville. L'association s'avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau génie du crime qui répand la terreur et le chaos dans Gotham, le Joker. On ne sait pas d'où il vient ni qui il est. Ce criminel possède une intelligence redoutable doublée de humour sordide et n'hésite pas à s'attaquer à la pègre locale dans le seul but de semer le chaos. Qui aime pas ce film-là? Qui va pas mettre The Dark Knight dans son top 5 des films de super-héros tous les temps?
Qui a pas trippé la scène où est-ce qu'il fait disparaître un crayon? Tada! Qui a pas aimé l'interprétation du Joker dans ce film-là? Qui a pas été surpris du fait que, alors on voyait Heath Ledger qui avait joué dans Brokeback Mountain, on se disait, OK, lui qui a joué dans Brokeback Mountain, un cowboy homosexuel va jouer Joker? C'est comme, what? Ce film-là est juste parfait. Du début à la fin. C'est un film qui dure assez long. Je pense que c'est pas loin de 3 heures, ce film-là. 2 heures et demie, facile. Bon. La cinématographie. La présentation de ce film-là, j'ai eu la chance, moi, quelques mois avant, j'avais été voir I Am Legend en IMAX avec Will Smith, l'homme qui donne des claques à la gueule. Et ce que je me rappelle de cette présentation-là de I Am Legend en IMAX, c'était qu'on avait les 5 premières minutes de The Dark Knight avant. Et oui, j'avais aimé Batman Begins, mais pour moi, mon préféré, ça restait encore Batman de 89 par Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle principal et Jack Nicholson pour le rôle du Joker. Fait que là, j'étais comme, ouais, ils font une suite avec un gars qui joue dans Brokeback Mountain. Ils font une suite à Batman Begins que j'aime, mais qui est pas mon préféré des Batman. Fait que j'avais pas vraiment d'attente. Là, la présentation qu'on a en IMAX avant I'm Legend, c'est la séquence qu'on a au début du film. On a, la seule affaire qu'on a au début, c'est le logo en feu bleu, là, le logo de Batman qui apparaît. Puis, on a la séquence du vol de banque. Puis après, là, ce qu'on voit les autobus scolaires, l'autobus scolaire sortir de la banque qui joint le rang des autres autobus. Là, on a comme, je pense, c'est comme 15 secondes de montage rapide de ce qu'on va voir dans le film. Puis là, ça dit The Dark Knight dans telle date, mettons. À partir de là, à ce moment-là, j'ai commencé à dire au monde alentour, quand tu sais, le monde qui parle souvent, ils vont me demander des petits conseils, qu'est-ce que je pense de ça, parce qu'ils savent que je regarde beaucoup de films. Puis là, je lui dis, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, c'est vraiment quoi de débile, c'est vraiment hallucinant, et le Joker va être mongol. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur YouTube, sur l'Internet, souvent le monde veut se spoiler avant même qu'un film soit sorti. Si aujourd'hui, on n'a pas vu encore The Dark Knight et que les gens, les YouTubeurs verraient cette séquence-là avant tout le monde, je peux vous dire que ça serait un raz de marée sur Internet. Juste de voir cette séquence-là avant I Am Legend, c'était comme hallucinant. Ça a fait qu'après ça, j'ai trippé le reste de la soirée à regarder I Am Legend parce que je venais de voir cette séquence-là de The Dark Knight. Par après, bien sûr, on est capable d'analyser différentes scènes, même marquantes, comme la scène là, où ce que le Joker fait face à la mafia. C'est littéralement un copier-coller de ce qu'on voit dans le film Le Corbeau, The Crow, avec la scène où est-ce que il se présente justement devant les méchants de la ville. Là. C'est exactement la même scène, même chose, c'est la même phrase que là-dedans. Sauf que ça n'empêche pas que pour le personnage du Joker, c'est 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 parfait. En tout cas, c'est comme une version identique, mais améliorée de ce qu'on voit. Il y a aussi le côté logique qui est dans ce film-là. Le véhicule avec le Tumbler, qui est la nouvelle Batmobile on a vu dans Batman Begins, puis qui là, il est réutilisé là-dedans, qui là, devient le Batcycle. Il y a le fait que Bruce Wayne est maintenant localisé à l'intérieur, au centre-ville de Gotham, le rendant plus efficace que d'être à peu près à 1 heure de route de la ville en tant que combattant du crime. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? La cinématographie, si vous avez vu ce film-là en IMAX, c'est hallucinant. La version 4K aussi, vous avez un gros écran à la maison 4K UHD. Si vous êtes capable de payer la version 4K UHD en média physique, de le regarder, vous allez halluciner le côté des détails qu'on voit, surtout au début quand on voit Gotham City avec le vol de banque. Là. Hallucinant. La musique de ce film-là, l'immersion, les costumes, la folie, les effets spéciaux qu'on utilise aussi pour Two-Face, c'est hallucinant. Euh, c'est ça. Ce souvenir qui va me rester. Je me rappelle même, juste pour conclure vite, vite pour The Dark Knight, lorsque j'avais été en avant-première du film, on avait eu la chance de présenter le film comme un concours, donc on avait accédé au visionnement avant tout le monde. Puis, je me rappelle la scène du crayon. Quand c'est arrivé, j'étais comme je manquais d'air. J'ai eu un spasme, j'ai eu une émotion tellement comme wow! Que j'ai été 5-6 secondes sans être capable de prendre un respect normal. C'est venu me chercher comme ça. Ça a été hallucinant. J'étais comme OK, ils s'en vont là. C'est un Joker fucké. Là.
C'est ça. Sixième position de Dark Knight 2008. Euh, Cinquième position. Là, on est encore dans le monde des super-héros, mais là, on vire d'autres compagnies. Un film qui, vraiment, pour moi, c'est ce qui a parti ce qu'est le MCU aujourd'hui. Il y a eu plusieurs autres films avant, mais c'est à partir de ce film-là que le monde a commencé à prendre Marvel Studios au sérieux. C'est Captain America, The Winter Soldier. En 2014, ça a été l'année que Marvel a vraiment comme parti au-delà de tout le monde dans Hollywood. Avant ça, depuis 2008, on avait les Iron Man 2, Thor, Captain America, The First Avenger, on a eu Avenger, euh, mais The Winter Soldier en 2014, puis après, il y a eu Guardians of the Galaxy. Fait que c'est une année parfaite pour Marvel Studios. C'est ce qui, d'après moi, a fait comme, OK, Marvel Studios est rendu le nouveau Pixar de l'ère moderne. Pixar, avant, était le studio qui avait jamais d'échec. Là, c'était Marvel Studios qui partait. Là. Paf, là, il n'y avait plus rien pour les arrêter. Euh, les acteurs qu'elle a dans Chris Evans dans le rôle de Captain America, Steve Rogers aussi, Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, Madame Romanoff, Sebastian Stan qui revenait dans le rôle de Bucky, le Winter Soldier. Il y a Anthony Mackie qui, on découvrait là-dedans, qui devenait le Falcon, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, Emily Van Camp et Robert Redford qui est là-dedans. Acteur légendaire dans un film de super-héros. C'est comme, OK, on a un peu les mêmes ingrédients que ce qu'on avait avec Marlon Brando dans Superman the Movie, mais là, c'était Robert Redford dans Captain America, The Winter Soldier. Alors, l'histoire, c'est ceci. Steve Rogers, plus connu sous le nom de Captain America, s'est adapté tant bien que mal à son nouvel environnement et poursuit ses missions en tant qu'agent du SHIELD, l'agence militaire chargée d'assurer l'ordre international. Mais une organisation secrète au dessein maléfique a réussi à infiltrer le SHIELD qu'elle gangrène de l'intérieur. Film réalisé par Anthony et Joe Russo, qui après ça ont fait une suite excellente avec Captain America Civil War. Et c'est les deux responsables qui ont fait Avengers, Infinity War et Endgame. D'après moi, on va les revoir, ces deux hommes-là, lorsqu'on va amener les mutants dans l'ère du MCU. Ils en ont parlé ouvertement récemment en entrevue. Ils ont dit que eux, ce qui les intéresse, c'est peut-être pour faire différent aussi, au lieu de juste faire un autre film de super-héros, de jouer avec le côté inconnu des mutants dans l'univers du MCU avec les X-Men, Wolverine, Cyclope, Jean Grey, Angel, Beast, Iceman, tous ces personnages-là. Euh, D'après moi, on va les revoir, les Russo Brothers, mais jusqu'à date, pour moi, mon préféré. Puis là, comme je vous disais, dans tous les épisodes, il y a beaucoup de films que j'ai tassés. J'aurais aimé mettre les Gardiens de la Galaxie là-dedans. J'aurais aimé mettre Iron Man là-dedans. Il y a 5-6 films que je trouve excellents. Les Avengers, bien sûr, à part peut-être Age of Ultron qui a mal vieilli. Le premier, pour ce qu'il a été, et les deux derniers sont excellents. Ça reste pour moi de Captain America The Winter Soldier. C'est le film à battre comme excellence dans l'univers du MCU. La scène où est-ce que. Tu sais, il n'y a aucun super-héros, là. Il y a une séquence qui est mémorable, qu'il n'y a aucun super-héros dedans. La scène où est-ce que Nick Fury se fait attaquer par Shield dans son véhicule, où est-ce qu'il l'immobilise à travers des chars avec des véhicules de police, là. C'est incroyable, surtout quand il réussit à partir, tout est brisé dans le véhicule, puis là, tu as l'ordinateur central qui lui dit, ben, parce qu'il demande qu'est-ce qui fonctionne dans le char, ben, il dit l'air climatisé. Puis tout le monde sait que tout le monde que le véhicule c'est très bien que c'est comme une joke très ironique, puisque la plupart du temps, c'est l'air climatique qui pète en premier dans une voiture. Fait que, anyway. Captain America The Winter Soldier, j'adore ce film-là. Je regarde souvent. Quand j'avais été voir le film, c'était une avant-première, puis le week-end où est-ce qu'il sortait, j'ai vu le film comme mercredi avant qu'il sorte le vendredi, et le samedi, je retourne le voir. Comme j'ai vu le film en 4 jours de temps, puis les deux fois, c'était excellent. Puis là, je me disais, ça y est, là, on est parti. Là, on s'en va dans quelque chose qui était écœurant. Parce que même là-dedans, on n'a pas de personnages comme Superman ou Hulk ou ça fait la même ou Iron Man. Non, non, on a juste un Captain America, un super soldat avec le Falcon qui se bat contre c'est un film très genre politique des années 70, là, tu sais, un thriller politique, comme on a vu dans les années 70, qu'on voyait maintenant mais à travers le MCU, puis c'était comme une réussite parfaite. Parfaite. La musique aussi, là, on voyait le thème de Captain America se solidifier. Euh, Chris Evans qui vraiment, là, incarnait Steve Rogers à la perfection, le physique, le look, le personnage, l'histoire, l'aventure, tout l'environnement, tous les personnages secondaires autour de lui, tout était à sa coche, comme on dit. Donc, cinquième position, Captain America The Winter Soldier, sorti en 2014. Là, on est rendu en 2022, ça fait déjà 8 ans que j'ai vu plusieurs films de Marvel, puis rien qu'à cote, d'après moi, The Winter Soldier. Quatrième position,
Ça, c'est autre chose, vraiment différent, là. Tu sais, je viens de parler de beaucoup de films de super-héros avec Dark Knight, Superman, Captain America. Ça, quatrième position, c'est très, très, très différent de tout le reste, même ce qui va suivre par après. The Last of the Mohicans, 1992. Réalisation de Michael Mann, musique de Trevor Jones et Randy Edelman. Je vous dis la musique parce que la musique, elle est. Je vais juste dire le titre, puis j'ai l'air dans la tête. Le temps. Anyway, acteurs principaux Daniel Day-Lewis, il y a Madeline Stowe, Russell Means, Eric Schwing et Stephen Waddington. En 1700, je suis habitué de dire 1900, en 1757, dans l'État de New York, alors que la guerre fait rage entre Français et Anglais pour l'appropriation des territoires indiens, un jeune officier anglais, Duncan Hayward, est chargé de conduire deux sœurs, Cora et Alice Munro, jusqu'à leur père. Ils sont sauvés d'une embuscade par Hawkeye, un frontalier d'origine européenne, élevé par le Mohican Chingachgook et son fils Uncas. Les trois hommes acceptent d'escorter les jeunes filles jusqu'à leur destination. Film d'époque, romancé bien sûr pour le film. Le jeu des acteurs dedans est incroyable, la musique, l'environnement, l'immersion, le visuel, la cinématographie, tout est comme parfait dans ce film-là. Je vous ai parlé dans l'épisode de mon décompte 30 à 21 de Braveheart. Ça, c'était l'autre film. Le soir, ce que j'ai été au Blockbuster avec mon coloc Pierre Mouna, lui, il m'a fait découvrir Braveheart. Moi, je l'ai fait découvrir The Last of the Mohicans. Donc, vous pouvez facilement imaginer que ce soir-là, on a vécu, on a regardé, on a passé une soirée, c'est ça sans vouloir. On a, on a vu, on a vécu une soirée VHS débile. On s'était tapé Braveheart et The Last of the Mohicans. Je rappelle pour ceux qui peut-être qui n'ont pas écouté l'autre épisode, un soir, souvent on faisait ça, moi puis Pierre. Euh, Ce qu'on faisait, c'est qu'on louait deux films. Moi, je louais un film que lui avait jamais vu, et lui me faisait découvrir un film que j'avais jamais vu. Puis un des soirs, ça a été ça. Il m'a fait découvrir Braveheart et je lui ai fait découvrir Last of the Mohicans. Les deux, on disait comme, OK, c'est deux films exceptionnels. Il y a bien d'autres films que j'aurais pu mettre dans mon top 40 qui sont pas identiques à ce film-là, mais qui rejoignent un peu le même genre d'auditoire. Je vous donne un exemple, Gladiator. J'adore Gladiator, mais je ne l'ai pas mis dans mon top 40 parce que j'avais déjà Braveheart et Last of the Mohicans, qui pour moi est comme le même genre de film. On va chercher le même genre de clientèle. Et puis, mais pour moi, Last of the Mohicans, le fait que je le mette en quatrième position de mes films préférés de tous les temps, ça veut peut-être dire de quoi. J'adore ce film-là. Fait qu'il y en a des fois qui pensent que j'aime juste les films de super-héros, de robots, de science-fiction. Non, The Last of the Mohicans, c'est le sacrifice qu'il y a à la fin, les combats, c'est c'est tous les acteurs qui sont là-dedans. Même les gens qui jouent les Premières Nations, là, les personnages principaux qu'on voit à travers là-dedans. Lorsque vous écoutez le film en anglais en passant, je vous conseille fortement, même si vous écoutez habituellement les films dans une traduction en français ou autre langue, là, si vous êtes capable de l'écouter dans, dans la langue d'origine en anglais, vous allez voir qu'il y a des certaines séquences où est-ce que tous les acteurs parlent en français dans le film pour pouvoir négocier une entente pas d'esclaves, mais plus de prisonniers. Ça, je cherchais le nom, là. Et puis, c'est mémorable. Tout ce film-là est parfait. Moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un parler de ce film-là, tout de suite, dans la tête, j'ai la musique dans ma tête qui rejoue, puis ça me reste un bout de temps. C'est comme un verre d'oreille, là, comme on dit. Là. La trame sonore, je l'ai acheté, ça m'avait coûté comme 35$ le CD, parce que personne ne le trouvait partout. Fait que j'avais réussi à l'acheter, le faire importer, puis ça m'a coûté 35$ pour acheter la trame sonore qui, dans le temps, coûtait 12$. J'ai acheté le film en VHS, en DVD, en Blu-ray, et là, bientôt, je vais certainement me l'acheter en 4K, juste que j'avais un paquet d'affaires à acheter en même temps. Puis en plus, ma télé 4K est en réparation, donc pour l'instant, on dirait que je ne suis pas motivé à acheter bien des films parce que je ne peux pas les regarder. Mais ça va venir. The Last of Mohicans, sorti en 92, quatrième position pour mon top 40 de mes films préférés de tous les temps. Maintenant, dans mon top 3. Top 3. On est rendu là. Combien de temps t'en as peu? Je vais juste checker vite, vite. J'en suis à combien de temps? 48 minutes. OK, OK. Pas trop long. Prochain film, c'est un dessin animé. C'est pas du Disney. C'est pas du film de cinéma d'auteur. Un film commercial pour vendre des bébelles. Hein?
mais j'étais à l'âge parfait pour ça. Sorti en 86, j'ai été voir, je pense que c'est un des premiers films que j'ai été toute seule, moi-même, voir le film. Ma mère m'a donné 20$, puis elle dit ramène-moi le change, puis j'ai ramené le change parce que je voulais être sûr que la prochaine fois, je puisse avoir encore des sous pour pouvoir aller au cinéma. C'était The Transformers The Movie. Denis, tu gères Maniacs, tu parles de films tout le temps, tu fais des critiques de films, puis tu mets en troisième position dans ton top des films préférés de tous les temps, The Transformers The Movie. Ouais. Quand je disais que c'est mon coming out un peu, là, c'est vraiment ça. C'est The Transformers The Movie qui est sorti en 86. C'est un film réalisé par Neil Solchin, musique de Vince DiCola, qui a fait, dans la même période, il a fait la trame sonore du film Rocky IV. Peter Cullen qui faisait la voix de Optimus Prime. Eric Idle du groupe Monty Python qui fait la voix de Wreck-Gar. Casey Kasem qui fait la voix de Cliff Jumper. Casey Kasem, c'est lui qui animait aux États-Unis le show du Top 40 de la musique. D'où vient le thème, le titre, l'inspiration du titre pour mon top 40 de mes films préférés. Il y a John Machita qui joue Blur. John Machita, c'est le gars qui passe pas vite, qui faisait l'annonce de Macro Machine. Là, ils l'ont mis dans Blur, un personnage qui va un petit peu plus vite que la réalité. Judd Nelson, Hot Rod, et aussi Rodimus Prime à la fin. Leonard Nimoy, qu'on voit apparaître à un certain moment donné après la mort de Megatron dans le rôle de Galvatron. Robert Stack, si vous ne connaissez pas Robert Stack, j'ai parlé des Incorruptibles dans l'épisode de mon top 40 à 31. C'est lui qui joue le rôle principal dans la série originale. Robert Stack, il a joué aussi, il était hôte dans la série Unsolved Mysteries. Et là-dedans, il jouait le rôle de Ultra Magnus. On avait aussi Lionel Stander pour le Cop, Frank Welker qui a fait des centaines de voix différentes dans des films et dans des séries animées, qui là faisait Megatron et plusieurs autres personnages dans ce film-là. Et bien sûr, Orson Welles, c'est son dernier film crédité avant son décès dans la voix du le personnage gigantesque Unicron. J'ai pas pris j'ai pas fait de copier-coller du scénario du film, puisque le film, en réalité, je le sais, ça sert à vendre des bébelles, même que ce film-là a été fait pour faire une transition entre la première vague de jouets de Hasbro et la nouvelle qui s'emmenait sur les tablettes. C'est littéralement ça. C'est à ça que ça servait. Demandez-moi pas pourquoi. Il y a eu, le décès du personnage d'Optimus Prime qui a affecté beaucoup de jeunes qui ont été au cinéma. Moi aussi. Dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, mais il y a beaucoup de mamans qui fait des lettres de plainte à Hasbro pour avoir fait la peine à leur enfant. Et je dirais pas que c'est un film culte, mais d'après moi, c'est peut-être le film qui est resté le meilleur vendeur de copies physiques, que ce soit les rééditions en DVD, en Blu-ray, en 4K. C'est le film qui réussit à vendre, génération après génération de médias physiques, le plus de copies par rapport à un film animé des années 80. C'est resté comme ça. La trame sonore qui est très hard rock, heavy metal, et weird avec Weird Al Yankovic. Euh, Pun intended. C'est ça. Chez moi, là, pour vous donner une idée comment j'aime ce film-là, j'ai la cassette VHS, j'ai le DVD, j'ai le Blu-ray, j'ai le 4K UHD, j'ai la cassette audio, j'ai le CD audio, j'ai le vinyle audio. Euh, j'ai ce film-là dans toutes les versions possibles. Euh, Même récemment, quand j'ai acheté la version 4K, j'avais manqué la sortie du Blu-ray et j'ai dépensé plus d'argent sur eBay pour pouvoir me procurer la version Blu-ray pour être sûr d'avoir toutes les versions de ce film-là. Ce film-là est rempli d'erreurs. Il y a des parties où les couleurs manquent. Il y a des segments qui manquent à l'histoire. Il y a ce qu'on appelle en anglais des plot holes. C'est pas grave. J'adore le film du début à la fin pour ce qui est. Puis en même temps, si vous êtes un fan de Star Wars, ce film-là il y a énormément de clins d'œil, que ce soit par l'affiche du film, au look de R.C., que les buns de la princesse Léa. Il y a une séquence dans le film où est-ce qu'il y a un combat en sable laser. Euh, il y a une scène où est-ce qu'ils vont sur une planète qui s'appelle Junkyard, qui est la même affaire que ce qu'on voit quand Han Solo et Luke Skywalker et Chewbacca tombent dans le- 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 la pièce où ils sont enfermés avec les poubelles, là, que les murs s'écrasent. C'est un peu le même principe. Euh, Ce film-là est littéralement euh, un-
une surprise, je pense, pour les gens d'Hasbro. Eux autres, ils voyaient juste ça comme un film qui allait servir à amener d'autres bébelles, d'autres jouets. Parce que dans ce film-là, le premier acte du film sert à détruire ou en grande majorité, tous les personnages qu'on a vus dans la première saison première ou deuxième, dans les deux premières saisons de la série animée de Transformers, qui jouait à la télévision, et amenait tous les personnages qui allaient être après ça diffusés dans la troisième saison animée de Transformers, qui allait servir à vendre un paquet de jouets sur les tablettes dans les magasins. Toys R Us, Walmart, tous les autres magasins de ce genre-là. Et puis, c'est ça, ce film-là, en réalité, ça servait juste de transition. Puis, à la place que ça a fait, c'est que ça a créé un phénomène de fans à travers le monde pour Transformers. Où est-ce qu'au point que, depuis ce moment-là, toutes les différentes versions de Transformers, que ce soit en version animée, bande dessinée, jeu, film avec Michael Bay, ils sont pas capables de passer un moment sans au moins tuer une fois Optimus Prime. Parce qu'ils savent que c'est un élément important qui a été présenté dans The Transformers Movie. Juste dire ça. Donc, là, je commence à avoir mal aux oreilles avec cette casse-là. Puis, je vais acheter un autre micro bientôt pour pouvoir faire l'enregistrement comme je faisais avant avec mon micro Blue. OK. Juste pour dire que troisième position, Transformers The Movie, 1986. Vous pouvez être totalement en désaccord avec moi. Je suis pas capable, même que je l'aurais peut-être mis deuxième position, mais les deux autres étaient plus importants que The Transformers The Movie en tant que tel. Donc, je m'en vais dans mon top 2. Deuxième position, il m'en reste deux, et les deux font... bon, je ne dirai pas c'est quoi, parce que ça va spoiler le premier. OK. Deuxième position, encore un souvenir avec ma maman, en 82. On fait le 40e anniversaire cette année, puis mes filles veulent aller le voir. Dans pas long, il y a une version en IMAX qui va ressortir. E.T. The Extraterrestrial. Ma mère m'a amené voir ça sur les bacs. J'ai vu ce film-là en VHS quand il avait sorti la cassette avec la pin verte pour empêcher les piratages des copies VHS dans le temps. J'ai eu le film en DVD, en Blu-ray, et il me reste à l'avoir en 4K. J'ai même de Toutou que j'ai eu à Universal Studios que j'ai acheté. J'ai fait plusieurs fois le manège, même à Universal Studios. Alors, ça, c'est réalisé par Steven Spielberg, musique de John Williams. Acteurs principaux, il y a Pat Welch, Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert McNaughton et Dee Wallace. Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique sortent de l'engin, mais excusez-moi, mais un des leurs s'aventure au-delà de la carrière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traqué par des militaires et abandonné par les siens, cette petite créature apeurée, se nomment E.T., se réfugie dans une résidence de banlieue. Je ne peux pas vraiment dire grand-chose, ce film-là, autre que c'est un souvenir d'enfance, c'est la nostalgie, c'est la beauté, la réussite de Steven Spielberg. Le... C'est un film que tu mets, tu te détends, tu regardes, puis tu rêves de revenir un enfant qui découvre un extraterrestre, puis que tout va bien. Aussi bizarre que ça peut être. Et puis pour moi, ben, ça me rappelle le bon vieux temps quand j'étais avec ma mère et que j'allais voir des films au cinéma. C'est un peu ça. Et la musique. Si vous avez jamais été à Universal Studios, je pense que le seul et unique manège original de l'ouverture de Universal Studios est encore là. C'est E.T. Euh, c'est un vieux, vieux manège. C'est vraiment. C'est comme It's a Wonderful Life, où est-ce que tu fais juste embarquer sur un bicycle, tu fais le tour de miniature, et puis tu visites la planète de E.T., puis tu reviens sur Terre à la fin. C'est très banal comme manège, mais l'environnement, ce qui est cool, c'est quand t'attends, t'es comme dans la forêt. T'as l'odeur, t'as le son, t'as des bruits d'E.T., t'as la police qui court, mais tu vois rien. T'es comme ton attente est dans une forêt à l'intérieur d'un studio, puis t'as l'impression d'être dans le début du film de E.T. Et après ça, quand t'embarques sur le vélo de E.T., t'as l'impression de vivre la magie qu'on voit dans le film de E.T. Donc, c'est ça. E.T. The Extraterrestrial, 82. Deuxième position pour moi. Et quel est mon premier film de mon top 40 de mes films préférés de tous les temps? On revient avec James Cameron. Aliens. Aliens. Après 57 ans de dérive dans l'espace, Ellen Ripley est secourue par la corporation Weyland-Yutani. Malgré son rapport, elle n'est pas prise au sérieux par les militaires quant à la présence de xénomorphes sur la planète LV-426, où se posait son équipage dans le premier film, planète où plusieurs familles de colons ont été envoyées en mission de terraformage. Après la disparition de ces derniers,
Ripley décide de s'embarquer et décide d'accompagner une escouade de Marines dans leur mission de sauvetage et d'affronter à nouveau la bête. Réalisation de James Cameron, scénario de James Cameron, David Giller et Walter Hill, musique de James Horner, et bien sûr, dedans, on a Sigourney Weaver, Michael Bean, Lance Henriksen, Paul Reiser et Bill Paxton. Ce qui est comique, c'est que Bill Paxton, on l'a vu dans les franchises de Alien, dans Predator, quand dans Predator 2, et on l'a vu aussi dans Terminator, c'est lui qui joue un des punks qui se fait attaquer par le Terminator à son arrivée dans le premier film. Donc Bill Paxton est comme un des seuls à avoir été tué par les trois bébites de l'ère moderne de science-fiction. Disons ça de même, là, Terminator, Aliens et Predator. Euh, Ce film-là, c'est mon film préféré. C'est le film que j'ai eu en cassette, en DVD, en Blu-ray, en 4K que j'ai acheté. Non, il n'est pas en 4K encore, excusez, j'ai acheté le premier et j'attends le 2, mais qui sort en 4K, j'espère, un jour. Euh, j'ai le poster de Alien 3 et Aliens laminé dans mon salon. Le poster du 3, c'est pas seulement pour le film, mais c'est pour le design du Alien Queen en bébé, en fœtus, qui est débile sur le poster. Mais j'ai le poster de Aliens euh, dans mon mur, sur mon mur, dans mon salon, où est-ce que c'est le poster classique en bleu avec les œufs en bas, t'as Ripley qui tient Newt dans ses bras et que c'est écrit This time it's war. J'avais vu Alien quand j'étais tout petit. J'étais jeune, jeune ado. Quel âge j'avais donc? Ouf. Je faisais ça sur d'endurant dans ce temps-là. J'allais à l'école Saint-Jean-de-Brébeuf. Quel âge je peux avoir? J'étais à l'école primaire. J'ai vu Alien à la télévision avec ma première blonde, Chantal. Mon Dieu, je me rappelle de son nom. Je me rappelle pas son nom de famille, mais Chantal. Et on avait regardé Alien, les deux assis sur une chaise berçante, collés. On était tout le temps à ce temps-là. À cette heure, aujourd'hui, je ne fais pas avec. Puis j'avais aimé le film pour ce qu'il était, mais sans plus. Mais le 2, j'ai jamais eu la chance de le voir au cinéma. Weird. Mais mon père avait loué la cassette vidéo au Club Vidéo International, me semble. Puis là, j'étais en pyjama le soir, tranquille. Puis OK, je vais avoir une suite à Alien, enfin. Avec la cassette classique, c'était tout en noir, avec juste le logo Alien, le titre en fonte bleue illuminée. Là. Puis à partir de là, je suis resté accroché. Je reste accroché. J'ai acheté la version rallongée, même je pense à cette heure sur le Blu-ray, le coffret de Alien Legacy, parce qu'on a les 4 films avec les 40 heures de supplément, d'entrevue, toutes. Là. On a les versions rallongées. Oui, oui, c'est vrai, parce que Alien 3, Aliens, non, je pense que les 4 films ont les versions Director's Cut ou des versions spéciales. Alien de Ridley Scott, lui, j'ai été retourné le voir au cinéma avec la version où est-ce qu'à la fin, on comprend que le Alien qui était là, il n'y avait pas de reine. C'était le Alien qui capturait le monde puis qui mettait des œufs lui-même là. Finalement, ça n'a pas resté une version canon, qu'on va dire. Puisque Aliens est tellement populaire avec la reine qu'on garde cette version-là de l'histoire de la franchise avec une reine qui pond des œufs, qui crée des guerriers et une reine de temps à autre. Les versions rallongées de James Cameron montrent pas vraiment de quoi d'important pour le film, mais va montrer un peu le côté comment que les Marines réussissent à se défendre un peu plus longtemps et de quelle façon avec les canons automatisés dans les couloirs. Euh, on voit le début où est-ce qu'on voit les premiers colons qui vont se promener à l'extérieur de l'endroit où ils sont en train de développer leur civilisation et découvrent le vaisseau qu'on avait vu dans le premier film extraterrestre, puis ramènent le père de la famille avec un facehugger au visage, puis là, tu comprends que c'est à partir de là que ça s'est propagé dans le village, la petite ville là, des gens qui travaillent là sur LV426. Fait qu'il y a un peu ça, il y a un peu plus d'explication de comment ça a commencé, et un peu comment que les Marines se défendent face aux différentes attaques des aliens. Mais à part de ça, c'est vraiment pas mal le même film. Le son, l'équipement, le gun qui est attaché à la taille, je sais pas comment imiter ce son. En tout cas, le look, quand tu allais voir ce film-là au début, puis tu vois les Marines débarquer sur LV426, tu te dis, ah, ils vont sacrer une volée aux aliens. Non, non. Première affaire qui arrive, ils mangent toute une volée. Là, tu fais comme, OK, c'est sérieux, là, cette affaire-là. Ces bébites-là sont pas tuables, sont difficiles à anéantir. Puis, c'est l'expérience du terrain avec Ripley qui réussit à sortir tout le monde de là. À la fin, il reste quoi? Il reste Ripley, Newt, Hicks et Bishop à moitié. C'est pas mal tout sur toute l'équipe qui était partie sauver les colons sur cette planète-là. La musique,
l'immersion, les effets spéciaux, l'histoire en tant que telle. Tu sais, quand je dis l'histoire, c'est on a réussi à faire une suite qui est totalement différente du premier. On ne fait pas réchauffer la recette du premier puis la refaire un peu mieux dans le deuxième. C'est vraiment quoi de différent. Le premier est un film d'horreur qu'on appelle Maison hantée dans l'espace avec une créature. Là, le deuxième, c'était un film d'action militaire de combat avec des extraterrestres. C'est quoi de différent. Puis c'est pour ça que c'est la magie, jusqu'à un certain point, de la franchise de Alien, où est-ce que on a tout le temps la même bébite à quelque part, mais chaque film est différent. Je veux dire, on a le troisième qui se passe dans un qui est un peu bizarre, là, avec les prisonniers, les religieux sur une planète de prison. Puis le quatrième qui est un genre de space pirate. Anyway, le deuxième, c'est dur de dire. Tu sais, tu vas demander à quelqu'un lequel des deux films est ton préféré, Alien ou Aliens, puis t'as une personne sur deux qui va dire le premier, puis une personne sur deux qui va dire le deuxième. Et moi, j'y étais par le fait que lequel que lorsque je vais pogner mon coffret, puis je vais ouvrir le boîtier, puis sélectionner un film au hasard pour me divertir, la plupart du temps, ça va être Aliens que je vais sortir du coffret puis que je vais mettre dans mon lecteur. C'est vraiment ce film-là qui me fait qui, 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 qui me divertit le plus. Je ne m'attends pas de voir ce film-là. Les phrases clés, les personnages, Paul Reiser qui travaille pour Wayland Yutani qui fait le traître un peu à la fin du film. Ben, pas il fait un peu, il est traître là-dedans. Lui, il pense juste à euh, sa poche, on pourrait dire. Il pense pas aux vies humaines. Et même pour dire un petit côté personnel, ma plus grande, Marie-Jeanne, ma fille, qui porte un nom par rapport à Mary Jane dans les films de Spider-Man, oui, c'est vrai. Leur mère le sait aussi. Elle, elle a eu le. On a pas assez proche de l'appeler Newt, parce que j'aimais tellement le personnage de Newt dans Aliens, mais là, on m'aurait amené un peu à, la, à réaliser que ça c'était pas trop cool comme nom, là, mais Marie-Jeanne aurait pu s'appeler Newt. Aussi bizarre que c'est. Mais anyway, c'est vraiment une petite parenthèse de rien. Là. Donc, c'est ça. Je vous rappelle vite, là, mes 10 premières positions. Spider-Man 2, qui est sorti en 2004. Robocop en 87. Superman the Movie en 78. Terminator 2, Judgment Day en 91. The Dark Knight en 2008. Captain America The Winter Soldier en 2014. The Last of the Mohicans en 92. The Transformers The Movie en 86. E.T. The Extraterrestrial en 82 et Aliens en 86. C'était le dernier épisode de mon top 40 de mes films préférés, mais je pense faire d'autres épisodes de ce genre-là, puisque j'avais fait une liste de 100 films, puis je vais peut-être me faire un épisode, un épilogue, disons ça comme ça, qui choisira peut-être 10 films autres que ces top 40-là, mais vraiment de 10 films préférés à part mon top 40 qui pourrait être mis comme un cinquième épisode hors série, disons ça comme ça. Faire ça très bientôt, mais ça, c'est très long à faire, puis je vous dirais que je sais que je parle beaucoup pour rien dire le long de cette vidéo-ci, mais ouais, OK, j'arrête là-dessus. Comme les autres épisodes, j'aimerais savoir vos choix à vous. Qu'est-ce qui ferait pour vous un top 40? Je vais prendre le temps de lire vos commentaires, de pouvoir vous répondre à ça. Je vais peut-être sûrement même faire une vidéo qui pourra parler de vos choix à vous. Qu'est-ce que j'en pense? Où est-ce que ces films-là peut-être se retrouvent dans mon top 100? Pourquoi je ne les ai pas sélectionnés aussi peut-être? Qu'est-ce que j'en pense? Et si c'est peut-être des films que j'adore mais que je n'ai pas pensé mettre dans mon top 100. Et puis, ben, c'est ça. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine, et je vous laisse avec un autre concours. À la prochaine. Soyez des 1000 premiers abonnés à la chaîne YouTube de Cinemaniacs pour courir la chance de gagner un Blu-ray Steelbook de collection du film Iron Man des studios Marvel. Retrouvez Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau et Jeff Bridges dans le film de l'univers cinématographique de Marvel. Le lien du concours est dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 1000 abonnés. Bonne chance!